Dans les titres de l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin, la tournée de sensibilisation dans le septentrion du directeur général des douanes et droits indirects. Après l'étape du Borgou et de la Liborie, Charles Inoussa Sakaboko était en milieu de semaine à la direction départementale des douanes et droits indirects de l'Atakora Donga. Objectif, s'imprégner des difficultés auxquelles les disciples de Saint Matthieu de cette direction sont confrontés dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Nous en parlerons dans cette édition. En Guinée-Conakry, j'entends, les populations sont appelées aux urnes ce dimanche pour élire le président de la République. Mais déjà, une mission d'observation électorale a été dépêchée dans le pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour suivre le déroulement du scrutin. Hier jeudi, cette mission est allée échanger avec les responsables des différents services de sécurité du pays. Il était question de prendre connaissance des dispositions prises pour assurer aussi bien la sécurité des candidats que celle de tous les électeurs. Dans cette édition, nous aurons le point de ces échanges avec nos envoyés spéciaux à Conakry, Idrissou Boukari et Elvis Tonoukwa. Et puis nous parlerons du projet d'assainissement de l'espace du Grand Okoué qui est déjà dans sa phase active. En milieu de semaine, des tricycles ont été mis à la disposition des petites et moyennes entreprises intervenant dans la précollecte et la collecte des déchets. En plus de ça, la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okoué organise une formation de 2 semaines à l'intention des agents pour plus d'efficacité sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue au 13h. Charles Inoussa Sakaboko poursuit sa tournée de sensibilisation dans le septentrion. Mercredi dernier, le directeur général des douanes et droits indirects était à la direction départementale des douanes et droits indirects de l'Atakora Donga, après bien sûr celle du Borgou et de la Liborie. Occasion pour le patron de l'administration douanière de s'imprégner des difficultés auxquelles les disciples de Saint Matthieu de cette direction sont confrontés dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Abdou Sabi Drissou, Abdou Raouf Yahaya pour le point. Le directeur général des douanes et droits indirects à la direction départementale des douanes et droits indirects de l'Atakora Donga, basée à Djougou, tout comme dans les départements du Borgou et de la Liborie il y a 24 heures, Charles Inoussa Sakaboko est ici pour s'enquérir des difficultés auxquelles toutes les unités douanières de l'Atakora Donga sont confrontées dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le directeur général, nous sollicitons votre concours pour améliorer nos conditions de vie et de travail à travers la stabilisation de la connexion à Sidonia pour les unités qui en disposent, notamment les recettes de Préqueté et Porga, et à l'installation de Sidonia aux autres unités, notamment la recette des douanes de Sonaoru. La mise à disposition du matériel roulant, moto à 2 roues et pick-up pour la répression de la fraude. Toutes ces difficultés trouveront des solutions dans quelques jours afin de rendre l'administration douanière dynamique et performante, va rassurer l'hôte du jour. La nécessité de vous doter en moto est vraiment nécessaire et très pressant. Les véhicules à 4 roues qui sont généralement inexploitables parce que amortis, et à ce titre, je voudrais rappeler que toutes les dispositions sont prises avec les concessionnaires, notamment les bailloles et bien d'autres, qui devaient fournir un certain nombre de véhicules qui doivent quand même nous soulager, même si on ne pourra pas régler toutes les difficultés liées aux moyens de déplacement. Le poste frontalier de Sonahoulou, dans la commune de Waké, situé à quelques encablures du Togo voisin, est la deuxième étape de la descente du DG Douane dans la Donga. Après une séance de travail avec les hommes en uniforme, il va visiter l'entrepôt des marchandises frauduleuses saisies par la douane dans le lot des bidons d'huile, des produits phytosanitaires et pharmaceutiques, des amendes de karité et autres en provenance ou en partance pour le Togo voisin, arraisonnés par les disciples de Saint Matthieu. Lorsque ces maïs sont saisis, on fait un PV, on établit un PV
et après, c'est soit ça fait l'objet d'une procédure contentieuse. Ce que la population ignore, c'est que la réglementation a prévu aussi des peines privatives de liberté. La direction départementale des douanes et droits indirects de la Takora Donga est composée de 3 recettes des douanes, de 3 postes et d'un service d'intervention rapide. Animée par 85 fonctionnaires des douanes, elle a pu mobiliser plus de 3 milliards de francs CFA au cours des 9 premiers mois de l'année 2020 au profit du ministère de l'économie et des finances. Une prouesse réalisée nonobstant la rareté des marchandises et la morosité économique due à la pandémie du coronavirus. Lorsque l'autorité vous félicite, c'est parce qu'il sait que vous devez faire plus et vous invite donc à faire beaucoup plus. Après la Takora et la Donga, le Zou et les collines ont reçu la visite du directeur général des douanes et droits indirects ici. Charles Inoussa Sakaboko est venu échanger avec ses collaborateurs dans le cadre de la modernisation de l'administration douanière. Les difficultés auxquelles sont confrontés ses collaborateurs ont été passées au peigne fin, tout comme bien d'autres points qui ont meublé les discussions. Voici les détails avec Imet Elena Moussou. Encore quelques mois pour refermer l'année fiscale 2020. À l'entame de ce dernier trimestre, le directeur général de la douane, le colonel Charles Inoussa Sakaboko, a entrepris une tournée dans les démembrements de l'administration douanière. Par cette descente à la direction départementale Zou-Colline, qui abrite également le service d'intervention rapide de la zone, le colonel est allé féliciter et galvaniser ses hommes. Les échanges avec l'équipe vont permettre, malgré les chocs exogènes, de travailler pour atteindre les objectifs assignés au corps en fin d'année. Je suis fier de ce que nous sommes en train de faire ensemble parce que seul, je ne pourrais rien. 102% que nous avons pu mobiliser par rapport aux prévisions révisées ou bien 75% par rapport au budget national alors que le Fonds monétaire nous créditait d'un maximum de 60%. Ce n'est pas facile. Je pense qu'on peut se dire félicitations sans toutefois se frotter les mains. Il y a parfois certains de nos collègues qui se font mal comprendre. Parfois par méconnaissance des tests, par ignorance ou parfois, il faut l'avouer, par cupidité. Et les chefs que nous sommes, j'estime que c'est de notre rôle de faire chaque fois une veille. Avec une reconnaissance 2018 relative à la facilitation au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou celle 2019 du champion de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la douane travaille à moderniser son administration, être plus proche des populations. Et pour maintenir le cap, mériter davantage les encouragements, les disciples de Saint Matthieu ont formulé des doléances. Ils ont aussi soulevé des inquiétudes face auxquelles le colonel Charles Inoussa Sakaboko les a rassurés. De 31 agents qu'on était au niveau d'ici, on est passé aujourd'hui à 20, avec 2 anciens malades. Au niveau des moyens, nous n'avons qu'un seul véhicule et les difficultés liées à l'incivisme de la population. La grille des sanctions a été proposée et rédigée par nous-mêmes sous le régime précédent. Et quand l'application des 10 sanctions est devenue chose effective, les gens ont tendance à s'en prendre au régime actuel. Cependant, je voudrais vous supplier de vous rapprocher du gouvernement pour négocier la révision de la grille de nos sanctions. Une radiation, une condamnation pénale, c'est tuer toute une famille. Les uns et les autres ont évoqué les préoccupations. Nous avons donné des orientations et nous demandons que le directeur départemental ici continue avec ses sensibilisations et qu'il ait vraiment sa troupe en main pour qu'à la fin du mois de décembre, on puisse applaudir et pourquoi pas les adresser des lettres de félicitations. Avant de prendre congé de l'équipe de Boycon, l'hôte a salué l'ambiance de travail qui prévaut dans le service. Des conseils et aussi des orientations ont été donnés pour éviter aux agents de douane d'être en conflit avec les tests qui régissent le fonctionnement de la corporation. La sensibilisation à l'interne a également été recommandée. Voilà, c'était les nouvelles des soldats de l'économie. Les corps habillés toujours, mais l'armée cette fois-ci, ici, le test de recrutement
vient de commencer sur l'ensemble du territoire national à Cotonou. La phase sportive de présélection s'est déroulée hier jeudi sur le boulevard de Fidjrosé. Au départ, filles et garçons ont rivalisé d'ardeur dans une compétition de course. On va faire le point avec Assion Mokanya Sionbon et Moufid Saboua. À Cotonou, la phase sportive de présélection dans l'armée s'est déroulée sous la supervision du ministre de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouati, pour la transparence. Candidates et candidats se sont retrouvés sur le boulevard de Fidjrosé où le signal de départ a été donné. À l'arrivée, les plus endurants et méritants ont tenu dans le temps. Au bout de 28 minutes, un dispositif a été mis pour barrer la route à tous ceux qui vont venir après 28 minutes. Donc ceux que vous voyez ici sont ceux qui ont rempli les critères des 28 minutes. Les filles ont couru sur 4 km et les hommes ont couru sur 6 km. Cette phase de présélection fait suite à la décision du gouvernement de recruter dans l'armée pour renforcer la sécurité de la population. Il est prévu l'incorporation de 500 militaires. Le gouvernement a autorisé par l'intermédiaire d'un conseil de ministres qui s'est tenu fin juillet l'incorporation de 500 militaires pour renforcer la sécurité des petites populations et permettre une quiétude à tout le monde, ce qui doit donner confiance aux investisseurs pour qu'ils viennent investir ici au Bénin. Après cette phase sportive, viendra l'étape de l'évaluation écrite. À en croire le ministre de la Défense nationale, le jour de la composition sera communiqué aux présélectionnés. Au terme de l'épreuve écrite, 500 personnes, filles comme garçons, seront retenues avec une marge de 20% pour subir la phase de contrôle médical. Tout à fait. Politique maintenant et au-delà de nos frontières, le peuple est appelé aux urnes dimanche prochain en Guinée-Conakry pour élire le président de la République. Et déjà, une mission d'observation électorale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO est sur place pour suivre le déroulement du scrutin. Hier dimanche, cette mission est allée échanger avec les responsables des différents services de sécurité du pays. Il était question de prendre connaissance des dispositions prises pour assurer la sécurité des candidats ainsi que celle des électeurs. Voici le point des échanges avec nos envoyés spéciaux à Conakry, Idrissou Boukari et Elvis Donoukwa. L'un des enjeux majeurs de l'élection présidentielle en Guinée-Conakry reste la sécurité. Une question qui préoccupe la mission d'observation électorale de la CEDEAO, présente dans le pays depuis quelques jours pour apporter son soutien au peuple guinéen. Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, le représentant de la commission de la CEDEAO en Guinée-Conakry et leur délégation ont pris rendez-vous ce jeudi avec le directeur général de la police nationale. Objectif de la rencontre, savoir comment la police nationale se prépare pour assurer la sécurité de tous les électeurs dimanche prochain sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, des assurances ont été données et des engagements sont pris. Moi-même, directeur général que vous voyez là, c'est parce qu'on vous a reçu que vous m'avez vu trouver dans ce tenue. Sinon, moi-même, je suis agent de maintien d'ordre. Je ne m'asseyerai pas au bureau, je serai sur le terrain pour corriger tout ce auquel vous avez peur, tout ce qui peut porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique des citoyens. Parce que nous sommes d'abord faits pour leur protéger et protéger leurs biens. C'est notre première mission, c'est notre mission régalienne. Après la direction générale de la police nationale, la délégation conduite par le général Francis Bianzin est accueillie ici à la direction générale de la protection civile. Direction créée depuis 1954, avant même l'indépendance de la Guinée-Conakry et placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la protection civile. La mission d'observation électorale de la CEDEAO veut avoir une idée des dispositions prises pour agir promptement en cas d'alerte. Le patron des lieux donne des garanties. À partir d'aujourd'hui, les coins identifiés, vous verrez que les pompiers sont postés, mais il y a toujours une jeep de la gendarmerie ou de la police à côté pour éviter que la population mal intentionnée ne vienne attaquer les pompiers. Tout comme la police nationale et la direction générale de la protection civile, la gendarmerie nationale a aussi un rôle majeur à jouer dans la stratégie de sécurisation des citoyens guinéens avant, pendant et après les élections.
Raison de cette descente effectuée par la mission d'observation électorale de la CEDEAO au haut commandement de la gendarmerie nationale. La délégation s'est ensuite rendue à l'unité spéciale de sécurisation des élections, puis au camp militaire Samori Touré de Conakry. Le chef d'état-major des forces armées explique la mission de sa troupe qui consiste principalement à surveiller les frontières. L'armée, on est initié à ça, et la préparation se passe très bien. Mais en ce qui concerne les élections, si, comme je l'ai dit hier, on ne veut pas l'intervention de l'armée, et si l'armée doit venir, c'est apporter certainement un soutien donc, aux unités qui ont la charge d'assurer la sécurisation des élections. Par exemple, ça peut être un soutien logistique. Les forces de défense et de sécurité de notre région ont accepté de rester dans leur caserne pour suivre la vie socio-politique sans y intervenir. Ce n'est pas la peine de tuer le lion et laisser d'autres emporter le trophée. Donc nous laissons les politiciens gérer leurs choses et je voudrais passer par ce canal pour dire aux hommes politiques que dans une république, dans un État, il y a 3 choses majeures. La population, une superficie et le pouvoir. Le pouvoir, c'est à travers les lois, c'est à travers les règlements que l'on gère le pouvoir. Pour l'élection présidentielle, il y a 2 structures majeures qui gèrent l'élection dans nos pays respectifs. La commission électorale, qui est chargée de publier les résultats issus des bureaux de vote après la compilation. Et il y a la Cour constitutionnelle qui valide les résultats issus des urnes. Je souhaite vivement que tous les candidats, tels qu'ils soient, et quelques scores qu'ils aient dans les bureaux de vote, ne proclament pas les résultats avant la CENI et avant la Cour constitutionnelle. Il y a des voies de recours qui sont à la disposition de tous les candidats. Après les différentes séances de travail avec ces différentes entités de sécurité et de défense, la mission d'observation électorale de la CEDEAO s'est dite rassurée. Malgré quelques troubles post-électoraux enregistrés de part et d'autre, les institutions en charge de la sécurité comptent accomplir leur devoir avec professionnalisme afin que les élections se déroulent dans la paix et la quiétude, telle que l'a souhaité la commission de la CEDEAO. Voilà, le scrutin, lui, est prévu pour dimanche prochain, il faut le rappeler. Retour au pays pour évoquer la célébration de la Journée internationale de réduction des risques de catastrophes. Les manifestations cette année se sont résumées en une séance de sensibilisation des élus locaux. Ça s'est déroulé à Zanyanado, dans le département du Zou, et ces échanges ont été une occasion saisie pour appeler les populations à se mettre à l'abri de la crue annoncée au niveau du fleuve Wemi. Imet Hélène Moussou pour les précisions. Autour des responsables de l'Agence nationale de la protection civile, ANPC et du maire, une quarantaine de chefs villages et d'arrondissements de la commune de Sanyanando. Ils participent ici à une séance de renforcement de leurs capacités en vue d'accroître la résilience des populations aux catastrophes naturelles. Ces échanges marquent aussi au plan national la célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale de réduction des risques de catastrophes. Cette année, le thème au centre des réflexions est intitulé « Amélioration de la gouvernance de réduction des risques de catastrophes ». Comme nous le savons, aucune des 77 communes que compte notre pays n'est à l'abri des catastrophes dont la récurrence et la portée des dommages inquiètent non seulement les populations à la base, mais également les autorités au plus haut niveau. Les populations ne sont pas encore remises des conséquences des inondations de l'année passée et déjà la pandémie de la Covid-19 est là à nos portes. Il faut aussi faire remarquer la plupart d'entre nous venons de commencer un nouveau mandat à la suite des dernières élections. Dans un tel contexte, un renforcement des capacités des élus vient à point nommé pour faciliter le plein exercice de nos fonctions. Ces échanges font partie d'une mission de sensibilisation, laquelle va permettre de dynamiser la plateforme locale de réduction des risques de catastrophes. À Zanyanando,
Le fleuve Ouémé menace de sortir de son lit et fait donc planer sur les populations des risques d'inondation. Des conseils et appels ont donc été lancés à ces dernières, les invitant à se mettre à l'abri des conséquences de la crue qui s'annonce. Avant que la crue ne vienne, il y a la météo qui nous donne des informations. Par rapport à ça, les points focaux sont informés, sont saisis et donc font déjà un travail à la base. Les populations qui se trouvent dans les zones à risque n'ont qu'à respecter les consignes qu'on leur donne. C'est le fait de ne pas vouloir respecter ces consignes-là qui nous amène au pire. Nous demandons aux populations de ne pas prendre des risques inutiles parce que s'aventurer seul sur l'eau, utiliser des pirogues qui ne tiennent pas ou surcharger les pirogues, voilà des comportements à risque qui mettent en danger des vies humaines. Depuis la mairie jusqu'au niveau national, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que, éventuellement, s'il y a une situation difficile quelque part, on puisse venir en aide. Le gouvernement continue d'innover parce qu'il y a le FONCAT aujourd'hui qui est mis en place. En cas de catastrophe naturelle, l'Agence nationale de la protection civile a prévu une série de mesures pour secourir les populations sinistrées. Seule difficulté, l'ampleur des risques n'est toujours pas prévisible. C'est d'ailleurs pourquoi l'ANPC privilégie les sensibilisations qui permettent de prévenir ces événements malheureux. Mais en plus de ce travail, les responsables de l'agence en appellent à la clairvoyance et au sens de responsabilité des uns et des autres. Tout à fait. Du département du Zou, rendons-nous dans celui du Koufo pour parler cette fois-ci d'une séance de sensibilisation pour l'opérationnalisation des juridictions administratives. Séance organisée mercredi dernier à Plakoué par le ministère de la Justice. Objectif, mieux outiller les maires du département pour une meilleure gestion décentralisée des biens communs à travers des instances de développement à la base. Et ceci pour mettre fin aux conflits constatés souvent entre administration et société civile ou tierces personnes. Compte rendu, Geoffroy Mensan. Une matinée pas comme les autres, ce mercredi 14 octobre 2020, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué dans le département du Koufo. Loin des audiences et autres délibérations ou verdicts de justice, c'était une séance d'information et de sensibilisation qu'ont eu droit dans cette salle d'audience des élus locaux du département ainsi que des habitants de la cité. Le thème de cette causerie débat est la fonctionnalité des chambres administratives au niveau des juridictions de fond. La juridiction administrative a été créée pour faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages que celles-ci auraient pu causer. Chers élus locaux et agents de l'administration, cette juridiction administrative est une réalité au tribunal d'Aplaroué à travers la création de sa chambre administrative. Cette rencontre vient donc à point nommé pour vous dire que désormais, vos décisions pourront être déférées devant le tribunal d'Aplaroué par vos administrés. Il a été ainsi question de l'opérationnalisation des instances de juridiction administrative et le règlement des contentieux administratifs. La séance a connu la participation des maires des communes du Koufo ainsi que celle du préfet Christophe Mengbedji. L'exposé a tourné autour de 5 thématiques dont la saisine des juridictions administratives, la procédure administrative et les voies de recours possibles. L'activation, chers amis, mesdames, messieurs, des chambres administratives au niveau des tribunaux de première instance, de second degré, est une véritable opportunité. Je dis bien une véritable opportunité pour l'amélioration de la réalisation des droits humains. Par conséquent, pour l'amélioration de la délivrance des services sociaux de base. Cela offre des possibilités très énormes aux citoyens qui pourront désormais déférer les actes. Le contentieux administratif apparaît comme une épée de Damoclès sur la tête des agents publics pour les empêcher de s'écarter de la légalité. C'est donc un maillon de l'état de droit.
il est à Malanville, il est à Karimama, et il dit, allez jusqu'à Porto-Novo, c'est trop. Il mesure la distance et il dit, bon, laissons tomber seulement. Ce sera pris ainsi. Ce sera pris ainsi, ça veut dire que cela demande plus d'attention. Cela demande plus de rigueur aux élus locaux dans la prise de leurs actes. Il est important de rappeler que les citoyens, pour réclamer leurs droits à l'égard d'une administration, ont l'obligation de recourir à la procédure juridique nécessaire en la matière. Il est de même important de noter que cette procédure, qui a lieu en cas de litige administratif, est essentiellement régie par des facteurs tels que le délai et les mémoires ou écrits qui devront servir de preuve justificative aux parties mises en jeu par le contentieux. On était dans le département du Koufo avec Geoffroy Menton. Un peu plus au sud, le préfet du département du Mono, lui, a commencé mercredi dernier sa tournée statutaire des communes relevant bien sûr de son territoire de compétences. La première étape, c'est Comé. Et à ses côtés, il y avait les membres de la conférence administrative départementale au menu des échanges avec les forces vives de la commune de Comé, justement, l'assistance conseil et le programme d'action du gouvernement. On va retrouver ici Geoffroy Menton et Florent Dou. L'exercice est désormais entré dans les traditions sous l'ère de la décentralisation au Bénin. Périodiquement, comme c'est le cas ici, à la salle de conférence de l'hôtel de ville de Comé, dans le département du Mono, le préfet du département, entouré des membres de la conférence administrative départementale, CAD, effectue une descente dans chacune des communes de son territoire de compétence. Pour cette première journée et première étape de sa tournée, le préfet du Mono est au contact de ses administrés de Comé. Cet exercice auquel nous sommes conviés ce jour est le premier depuis ma prise de fonction en juin passé. Je ne ferai pas état des réalisations et des projets. Par contre, je tiens à remercier sincèrement Monsieur le préfet du département du Mono pour les assistances conseils. Après la présentation du rapport synthèse des recommandations de la tournée de l'année dernière, la séance de travail présidée par le préfet a eu pour fil conducteur 4 thématiques. Au nombre de cette thématique, il est question, puisque nous avons été souvent victimes de ça dans notre département, il s'agit de trouver des astuces pour prévenir et gérer au mieux les inondations. Nous devons vous rappeler les rôles et les responsabilités des membres de la plateforme communale de réduction des risques et d'adaptation au changement climatique. Nous avons estimé que cette thématique-là est très très importante et qu'il est question qu'on échange là-dessus. Ensuite, nous avons retenu aussi que si nous voulons qu'il y ait des réalisations dans les communes, nous devons accroître les ressources propres de la commune. Au point 3, nous avons constaté que les conseils communaux fonctionnent. Mais en dehors de ça, ce qui est important, et on doit le souligner, il faut que les organes infracommunaux, les conseils d'arrondissement et les conseils de village aussi doivent fonctionner. Donc, nous allons revenir sur ces problèmes-là et échanger là-dessus. Ensuite, nous aurons à partager avec vous les réformes majeures engagées par le chef de l'État. L'exposé fait de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG dans le département, puis au plan local, à Comé, a révélé les progrès effectués par la commune sur le plan infrastructurel et sanitaire en 4 ans et demi de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Les préoccupations des élus communaux et locaux ainsi que celles des citoyens ont été soulevées et abordées au cours des discussions. Avec recommandation à Sa Majesté. Sur tout un autre plan, le projet d'assainissement dans l'espace du Grand Okwe est déjà dans sa phase activée à la suite des dons de tricycles aux petites et moyennes entreprises intervenant dans la précollecte et la collecte des déchets. Eh bien, une formation de 2 semaines a été initiée par la Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Okwe à l'intention des agents intervenant, bien sûr,
dans cette opération formation commencée hier jeudi. Objectif, permettre aux agents d'être plus efficaces sur le terrain. Compte rendu à Siomo Kanya Sionbon et Moufid Saboua. La Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué fait former ses agents et ceux des petites et moyennes entreprises. Ceux-ci entrent dans le cadre du programme d'accompagnement et de professionnalisation mis en place par la société. Pour assurer la formation, le Centre national de sécurité routière est sollicité et met à disposition des experts. La formation qui s'effectuera sur quelques jours vise la sécurisation des chantiers de désensablement sur voirie dans le Grand Nokoué. Elle vise le renforcement des capacités afin de pouvoir connaître non seulement ce qui requiert des équipements de protection individuelle, les comportements que nous devons avoir sur les chantiers de désensablement. Elle vise l'amélioration des capacités des acteurs en charge de la question des superviseurs. Les résultats attendus devraient permettre à notre pays, le Bénin, d'améliorer de façon considérable les résultats en termes de réduction d'accidents. Selon le directeur général de la SGDS, c'est sur recommandation du chef de l'État que la formation se tient. Le président de la République a constaté que ces agents ne sont pas en sécurité lors des travaux qu'ils exécutent. La SGDS a alors pris les dispositions nécessaires pour une formation théorique et pratique. Nous allons, pendant 2 semaines, organiser cette formation qui sera à la fois une formation théorique et pratique. Et c'est l'aspect pratique qui nous a beaucoup intéressés parce qu'on vous forme, mais il y a une supervision qui va se faire pendant 2 semaines avec un rapport que les experts du CNSS vont nous soumettre. Après les 2 semaines que va durer la formation, les petites et moyennes entreprises disposeront de 2 autres pour conscientiser leurs agents. La SGDS prévoit des contrôles et, si possible, passera aux sanctions si les mesures de sécurité ne sont pas respectées. Autre volet de l'actualité avec la violence et le harcèlement sexuel en milieu de travail qui est bien sûr leur impact socio-économique qui ont fait l'objet d'un séminaire de formation syndicale commencé mercredi dernier à Lokossa. Nous sommes dans le département du Mono. Il est organisé par le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UITA avec bien sûr le soutien de la fondation Freddy Chébert. On va faire le point avec Geoffroy Mensa. Sont présents dans cette salle à Lokossa, dans le département du Mono, des acteurs du monde syndical. Et sont ici sous la coupe du CONASIB, Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UITA, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du carine et des branches connexes. Et ils prennent part à une formation de 48 heures qui porte sur la violence et le harcèlement sexuel en milieu de travail et leur impact socio-économique. Mesdames et messieurs, notre séminaire national de formation syndicale porte sur une thématique très peu familière et difficile à aborder dans une société comme la nôtre. En effet, jadis fait banal de société, la violence et le harcèlement sexuel se sont confortablement installés en milieu de travail et sont passés de faits banals de société au stade de phénomène et ont subi une métamorphose pour devenir un fléau silencieux. Des temps modernes, un mal qui répand la terreur. Cette communication va meubler les travaux. La communication inaugurale est intitulée « Les droits de la femme ». L'objectif de ce séminaire national est de permettre aux organisations syndicales des secteurs couverts par l'UITA d'œuvrer ensemble à l'instauration de conditions décentes de travail. Nous devons agir de la manière la plus déterminée possible, non seulement en contribuant à doter les entreprises et les administrations d'une politique conséquente, assortie d'une déclaration, mais aussi et surtout en éduquant les travailleurs
à libérer la parole, à rompre le silence, ce qui permettra de mettre fin à l'impunité qui galvanise les ardeurs des potentiels auteurs de la violence et du harcèlement sexuel. C'est pourquoi les réflexions que vous mènerez au cours de la journée du vendredi 16 octobre 2020 pour identifier les stratégies et élaborer un plan de lutte doivent être à la hauteur des attentes, car de notre point de vue, nous sommes bien en face d'une question à la fois des droits humains, de santé, d'éducation et un problème socio-économique. Le CONASIB bénéficie, dans l'organisation de cette formation syndicale, de l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Herbert. En termes de statistiques, il faut retenir que 82% des victimes sont des femmes et 90% des cas ne sont pas déclarés. Quittant le phénomène du harcèlement sexuel en milieu de travail et bien sûr et son impact socio-économique, pour nous rendre dans des écoles ici, c'est pour parler des séances de sensibilisation au profit des acteurs du monde scolaire des communes frontalières du Zou. L'initiative est portée par le ministre des Enseignements maternels et primaires et vise à mieux outiller les enseignants en vue de les impliquer dans la lutte contre les infections virales, notamment les hépatites. Le ministère, lui, est soutenu dans sa démarche par le programme sectoriel de lutte contre le sida et les autres maladies en milieu scolaire. La première séance est organisée à la Maison des Jeunes de Djidja. Nous sommes dans le Zou, vous l'avez compris. On va faire le point avec Inette Elena Moussou. Tous ensemble contre les affections virales tueuses silencieuses. C'est avec ce slogan que le ministère des Enseignements maternels et primaires sensibilise les acteurs du monde scolaire contre les maladies virales, surtout les hépatites. La présente séance va permettre aux participants de cerner les contours du mal qui fait assez de ravages. Les échanges sont aussi l'occasion pour l'assistance de s'informer sur les comportements à adopter pour se préserver, mais également les actions à mener pour une lutte efficace contre la maladie. La présente cérémonie de lancement des activités de sensibilisation des enseignants sur les canaux de transmission des maladies, il faut anticiper en prenant des mesures idoines pouvant éradiquer ces différentes maladies. La réussite scolaire d'un enfant dépend à la fois de plusieurs paramètres tels que sa famille, la rue, ses us et coutumes, mais également et surtout le système éducatif dans lequel il baigne. J'exhorte les enseignantes et enseignants des cours moyens des écoles publiques et privées invités à suivre attentivement cette communication afin d'être les vecteurs de communication pour que nos enfants aient la chance d'évoluer et de s'épanouir. L'hépatite existe sous plusieurs formes, les unes aussi dangereuses que les autres. Les signes cliniques ou symptômes au début sont peu perceptibles à travers les différentes communications qui ont meublé la rencontre. Enseignants et autres acteurs en savent désormais sur les affections hépatiques. Ils sont bien outillés et peuvent convenablement participer à la lutte contre les affections virales. Cette séance de sensibilisation sonne comme une invite aux acteurs du monde scolaire, surtout ceux des zones frontalières, à accroître la vigilance. Nous avons à prendre conscience de la présence effective de l'épée de Damoclès, que la combinaison des épidémies et pandémies fustigées fait planer inexorablement sur la destinée de l'humanité. Il faudrait engager diligemment la quête du salut en comptant essentiellement avec l'école à travers les enseignants, pierre angulaire de toute transformation positive de la société. Organisé à la Maison des Jeunes de Djidja, le thème retenu pour les échanges est intitulé « Hépatite virale, tueuse et silencieuse, causes, conséquences et rôle des acteurs de l'éducation ». L'activité lance la campagne de lutte contre les hépatites dans l'ensemble des écoles maternelles et primaires frontalières du département du Zou. Dans cette bataille, le programme sectoriel de lutte contre le sida et autres maladies en milieu scolaire appuie et accompagne les enseignants et responsables d'établissements.
Pour mettre un terme à cette édition, une séance d'échange entre les 10 premiers boursiers au baccalauréat scientifique 2020 et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au menu des discussions, les conditions d'obtention de la bourse nationale d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin, octroyée justement aux meilleurs bacheliers et les plus méritants, je vais dire. La rencontre a eu lieu au sein du ministère, ici à Cotonou. Le compte rendu de Ingrid Day est présenté ici par Assiomo Kanyassiomo. On dit que ça dure combien de temps? Pendant au moins 10 ans. 10 bonnes années de bourse nationale d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin. C'est l'information capitale à retenir de cette séance d'échange entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les 10 premiers du Bénin à l'issue de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2020. Le gouvernement procède ainsi à l'accompagnement de ces nouveaux bacheliers dans leur cursus universitaire. La bourse nationale d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin est octroyée aux bacheliers les plus méritants remplissant un certain nombre de critères, à savoir 1. Être au classement national parmi les 10 premiers au baccalauréat des séries scientifiques de l'année en cours avec la mention très bien. 2. Être âgé de 20 ans au plus au 31 décembre de l'année d'obtention du baccalauréat. 3. Être inscrit dans une formation définie comme prioritaire par le gouvernement et qui n'existe pas dans les universités nationales du Bénin. Le 4e critère, suivre effectivement les activités académiques dans la filière retenue. Le 5e critère, s'engager par acte notarié à suivre la formation définie comme prioritaire par le gouvernement et à revenir servir le Bénin à la fin de la formation ou à rembourser le montant total de la bourse, quel que soit le pays de résidence. Enfin, le 6e critère, avoir déposé à la direction des bourses et aides universitaires un dossier de demande de bourse dans le délai requis. Sont éligibles pour cette bourse les 10 premiers admis au baccalauréat au plan national et dans les séries scientifiques. La question du choix de la filière a été également évoquée lors de la rencontre. Une rencontre fructueuse au dire de ces boursiers qui ont saisi l'occasion pour adresser quelques mots de gratitude à l'endroit des autorités. Nous avons reçu de très bons conseils et actuellement nous sommes assez éclairés pour pouvoir prendre en charge notre avenir et assurer le développement de notre très cher pays, le Bénin. Je voudrais infiniment les remercier parce que sans eux, on serait un peu comme perdu dans le désert. Il a pris déjà un certain nombre de dispositions pour que, déjà avant que le Béninois, le boursier ou la boursière qui a la bourse d'excellence, avant même la fin de son cursus, qu'on lui précise déjà ce qu'il a obtenu pour lui, pour qu'au retour, il ne vienne pas justement commencer par regarder les gens désœuvrés. Selon la filière choisie, les bénéficiaires peuvent s'inscrire en classe prépare et à titre boursier dans les universités béninoises, le temps de préparer leur admission dans celles étrangères. Voilà, c'est l'essentiel à retenir cette mi-journée. Quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bon début de week-end à toutes et à tous et bon appétit.